tout le monde. Excusez-nous pour ce petit retard dû à un problème technique. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde nous entend bien et nous voit. On va commencer directement. Du coup, je vais me présenter d'abord. Je suis Sabrina, Career Manager chez Jeddah. Et donc, je vais vous présenter rapidement le pôle carrière, donc, qui propose un suivi plutôt post-formation pour les élèves de Jeddah, donc avec des coachings carrière qui sont donc des accompagnements en one-to-one pour parler de votre insertion professionnelle et vous aider à valoriser au mieux votre candidature pour trouver un emploi, des événements comme l'événement de ce soir, mais aussi des partages d'offres de stage, des modules carrière qui sont vraiment dédiés à l'insertion professionnelle. Et donc, avec nous, nous avons Jean-Yves, qui est un de nos anciens élèves et qui vient pour répondre à toutes vos questions et pour nous parler de son parcours. Donc, bonsoir Jean-Yves. Bonsoir tout le monde. Et donc, on a aussi avec nous Cléolia, qui est ma collègue qui est dans le chat et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Donc, avant qu'on démarre, je vais vous montrer le déroulé de la session. Donc, on va avoir un déroulé assez logique. Donc, Jean-Yves va d'abord nous parler de sa vie avant sa reconversion, puis sa formation chez Jeddah, comment il a cherché puis trouver son CDI et les différentes évolutions voilà, qu'on peut avoir suite à ce nouvel emploi. Donc, si vous avez des questions à poser, essayez de rester dans ces thématiques-là, à suivre le déroulé. Et puis sinon, de toute façon, on les prendra et on y répondra évidemment plus tard. Donc voilà, on va commencer avec l'avant-formation. Du coup, pour toi, Jean-Yves, on a fait un petit schéma de ton parcours et de tes sauts jusqu'à Jeddah. Donc, est-ce que tu peux commencer par nous parler déjà des études que tu as fait Oui, moi, effectivement, j'ai fait une première reconversion en 2011-2012. Avant, j'étais dans le domaine de la production vidéo. J'étais motion designer pour différentes productions, pour du broadcast, voilà. Donc, vraiment dans le milieu de l'audiovisuel. Et puis, j'ai eu envie d'évoluer. Et donc, j'ai intégré une association professionnelle qui aide les cadres en reconversion, en questionnement, à aller dans un projet finalement qui leur permette de se réorienter. Et moi, c'est passé par une reprise d'études et j'ai intégré donc le Conservatoire des Arts et Métiers dans une formation en ingénierie documentaire pour effectivement monter d'avoir un meilleur diplôme, d'avoir une meilleure, on va dire, un meilleur niveau d'études, puisque je suis parti d'un BTS audiovisuel et en 1 an et demi, je suis passé à un bac plus 5 en ingénierie documentaire. Et puis ensuite, j'ai eu envie de mener mon métier avec l'orientation consultant et j'ai pu intégrer donc un cabinet de consultants qui était donc Parker Williborg à l'époque, qui était très orienté, on va dire, cycle de vie du document, cycle de vie de la donnée, sur de la gestion électronique de documents, sur de la signature électronique, et donc d'intervenir chez les clients dans différents contextes, des phases on va dire, de cadrage, de projet, jusque finalement aux phases de run, aux phases de production et de mise en place des solutions à la fois de gestion électronique de documents, mais pas que. Donc ça m'a bien occupé pendant une dizaine d'années. Je suis passé dans différents secteurs. Ça allait de la banque assurance, beaucoup de banque assurance, à le secteur de l'énergie, secteur du ferroviaire, avec sur différents projets, des projets de grande envergure parfois, des programmes, voilà. Et puis j'ai souhaité donc en fin 2024 démissionner de mon cabinet de consultant parce que finalement j'étais pas trop en phase avec le développement et les orientations, notamment les orientations commerciales. Et puis je me suis posé la question de reconversion ou pas, ou complément
à mes connaissances. Et effectivement, je suis passé par Jeddah en ayant Alors, fait une... avant Oui, peut-être de parler de Jeddah, oui, je vois que j'ai une question dans le chat. Donc, il y a oui. Ando qui nous demande quelle est l'association qui aide les cadres dans leur reconversion. Alors, ça s'appelle l'Avarap, A-V-A-R-A-P. Voilà, c'est une association, ils ont un site qui est très bien fait. Et donc, ils font on va dire des réunions d'information régulières. Je crois que c'est tous les mois, un truc comme ça, où ils vont présenter la méthodologie. Alors, c'est intéressant parce que c'est un bilan de compétences, mais c'est un bilan de compétences qu'on se fait soi-même, au lieu de passer par un cabinet. On se fait son propre bilan de compétences, et la méthodologie dure à peu près 9 mois. Ça peut paraître long, mais ça fait court finalement. Et donc voilà, moi, ça m'a vachement débloqué sur plein de sujets. Et puis ça permet aussi, en aparté comme ça, de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés dans son cadre professionnel un peu restreint. Moi, j'ai eu accès à une directrice financière, j'ai eu accès je sais pas, un joaillier, par exemple. J'ai eu accès déjà à une consultante qui travaillait chez Capgemini à l'époque. Donc, finalement, ça m'a permis aussi d'affiner mon discours et puis d'avoir des perspectives professionnelles que je n'aurais pas eues si j'avais fait un bilan de compétences, on va dire, un peu isolé, quoi. Voilà. C'est le gros avantage de la sauce. Alors moi aussi, j'ai une question de curiosité, mais c'est vrai que tu passes d'un BTS audiovisuel à un métier d'ingénieur, donc sur des très gros projets, quelque chose de très technique. Donc c'est déjà un beau virage. Oui, oui. En fait, finalement, de la promo du CNAM, on est très très peu à être resté on va dire dans le giron consulting, informatique, voilà. Mais pour moi, ça a été une grosse remise en question. Et puis, j'ai eu la chance de monter sur des gros projets, et dès la première mission, en fait. Et donc, aussi de me familiariser, et ça, je pense que c'est très important dans le domaine de l'informatique, c'est de ne pas rester forcément sur la partie technique, mais aussi d'aller se confronter aux parties de cadrage, par exemple, d'expression de besoin, de rencontrer ce qu'on appelle les métiers, les gens qui ont besoin d'une solution et dont on va prendre le besoin, analyser le besoin, faire une étude de cadrage et leur proposer des orientations pour le déploiement de telle ou telle solution. Donc, pas forcément... alors, on va commencer à introduire les termes, mais moi, je me situe plutôt dans la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire plutôt côté client. Et contrairement à la maîtrise d'œuvre, c'est des distinctions qu'on retrouve assez généralement dans les métiers, qui est plutôt le métier vraiment informatique pur. Et donc, moi, je suis un peu à la jonction entre les deux, entre les besoins exprimés par les clients, les utilisateurs, la prise de besoin, et puis l'expression et la traduction en termes en termes informatiques, qu'est-ce que ça implique. Voilà. Donc, je suis un peu à la jonction entre les deux. C'est vraiment ces métiers de consultant, maîtrise d'ouvrage que j'ai souhaité mener. Voilà. Et donc après ces 10 ans de carrière en tant qu'ingénieur, qu'est-ce qui te donne envie de te reconvertir plus spécifiquement dans la data? Alors, justement, ça c'est un truc, et je veux débunker tout de suite, c'est que moi, j'ai jamais, après être parti de mon cabinet de consultant, j'avais deux choix, soit de me dire, bon ben voilà, je fais une reconversion, ou je fais un complément d'études, en fait. Voilà. Et j'ai plutôt choisi cette solution-là, de me dire, voilà, je fais je vais faire une formation data, non pas pour devenir data analyst, non pas pour devenir data scientist ou IA engineer, mais plutôt de raccrocher des compétences data, des choses que j'avais déjà eu à traiter dans mes différentes missions, sans être véritablement outillé. Voilà. Parce que dans les métiers du consultant et souvent dans la maîtrise d'ouvrage, on a des problématiques data à gérer.
par exemple des migrations de données, ce que j'ai fait, mais sans être véritablement outillé. Donc pour moi, la réflexion, c'était plutôt de me dire, la reconversion sèche, pour moi, c'est pas une bonne solution, mais pour d'autres, et ça, je sais pas quelle est l'orientation des gens qui sont dans le chat, mais pour moi, c'était pas une solution, c'était plutôt d'aller raccrocher les compétences data, les connaissances data, et de me professionnaliser sur tout un pan on va dire, de connaissances que j'avais déjà rencontrées de manière empirique dans mes missions, mais de renforcer avec une connaissance théorique et pratique via les formations, la formation de JEDA. Oui, tu as fait un choix qui est fréquent chez nos élèves, c'est-à-dire de se dire, plutôt que de rebasculer en junior à 100% dans un nouveau domaine d'activité, je vais devenir une espèce de super expert, expert augmenté, en gros, par des outils techniques un peu plus pointus. Voilà. Mais donc ça a été mon choix. Et après, je sais qu'il y a peut-être des gens dans le chat qui ont plutôt l'orientation de se dire, bon voilà, je viens d'un secteur professionnel qui n'a rien à voir avec l'informatique, qui n'a rien à voir avec la data, et puis je vais me reconvertir parce que mon métier de base ne me plaît plus, et puis j'ai envie d'évoluer. Donc voilà, c'est des choix personnels. Mais en tout cas, c'est pas le choix. Le choix de la reconversion, c'est pas un choix que j'ai fait, parce que je l'avais déjà fait avec mon passage au CNAM, et je ne sentais pas forcément l'énergie. Voilà. Oui, tout à fait. Écoute, très bien. On va maintenant passer du coup à ton parcours chez JEDA. Donc, pourquoi JEDA? Comment s'est passée ton arrivée? Comment tu as fait tes choix de formation? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, pourquoi je suis arrivé chez JEDA? En fait, j'ai fait un benchmark des formations qui existent sur le marché. Donc, il y avait JEDA, il y avait le wagon, il y avait Data Scientist, il y avait voilà, DataBird. Voilà. Donc, je suis allé en entretien chez tous. Voilà. Et puis, chez JEDA, en fait, l'entretien était extrêmement structuré. C'est-à-dire que le programme était extrêmement détaillé et l'offre me paraissait beaucoup plus robuste que chez les concurrents. Voilà. Et donc, moi, initialement, ce que je voulais faire, c'était data analyst, parce que c'est plus fonctionnel, on va dire, en termes informatiques, plus dans le fonctionnel, et puis dans l'analyse du besoin, parce qu'un data analyst, c'est un peu comme un consultant MOA, c'est analyse de besoin métier pour traduire ça en dashboard, pour traduire ça en insight. Voilà. Donc ça me plaisait bien. Et donc, j'ai commencé par la Data Essential, et puis ensuite la Full Stack Data Analyst. Et puis, sur la partie data Science, ça m'a beaucoup plu. Et surtout, on a eu donc un prof, Guillaume, que vous aurez peut-être si vous choisissez d'aller sur JEDA. Et je me suis dit, voilà, si je dois monter sur la Full Stack Data Science, c'est gros. Parce que j'ai beaucoup apprécié l'approche pédagogique globale du module Full Stack Data Analyse, mais aussi parce que j'avais eu Guillaume et que voilà, je savais qu'il allait intervenir sur la Full Stack Data Science. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait un double cursus pour à la fois couvrir les besoins en tant que data analyst et puis les besoins un peu plus techniques sur data engineer et puis data scientist. Voilà. Alors, pour expliquer aux gens qui nous écoutent et qui peut-être ne connaissent pas encore bien les formations, les acronymes et tout ça, donc chez JEDA, on va avoir des formations par niveau. Donc, on va avoir Essentials pour avoir vraiment les bases des connaissances métiers. Et puis ensuite, on aura la Full Stack où là, vous allez, c'est une formation professionnalisante qui va vous permettre de vous outiller encore plus, et la LEADS. Donc, les formations qu'a suivi Jean-Yves, ce sont celle-ci. Alors maintenant, la data science, elle s'appelle intelligence artificielle, IA. Et sinon, vous avez aussi la data tout court. Donc pareil, pour les personnes qui n'ont pas idée de ce qu'ils vont trouver en arrivant chez nous,
comment ça marche un bootcamp? Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton expérience? Comment tu l'as vécu? Est-ce que ça a été difficile au début? En fait, pour les gens qui ont fait des études, on va dire un peu classique en fait finalement avec une formation Master 2 avec voilà sur un temps long, c'est vrai que ça peut être un peu déstabilisant parce que finalement sur la full stack data science ou data analyse en fait on fait quasiment un Master 2 en 3 mois, quoi. Enfin un niveau master en 3 mois, donc il faut donc c'est rude. C'est rude en termes d'investissement, en termes de captation d'informations. Voilà. Donc il faut en être conscient quand on intègre une full stack. C'est 3 mois hyper intenses. Voilà. Et je dirais 3 mois plus le temps qu'on va se donner pour passer les certifications, parce que derrière, quand même, il ne faut pas se mentir, si on fait ce genre de formation, c'est pour être, on va dire, entre guillemets, validé à la fin de la formation et par une certification, les certifications RNCP, qui Donc ça, c'est permettent une de... certification, Pardon. oui, qu'on peut passer en complément Voilà. de la formation, oui. Voilà. Donc il y a ce temps, 3 mois, qui est vraiment extrêmement intense, et puis il y a le temps pour ceux qui voudront passer les certifications de préparation des projets et de soutenance, qui là aussi est vraiment intéressant, mais aussi très intense. Alors, est-ce que tu peux expliquer comment fonctionne peut-être un projet aussi pour que les gens aient idée de quoi il s'agit? En fait, à chaque étape de la full stack, en fait, il y a des projets. Voilà, donc Data Essential, il y a un petit projet à rendre à la fin des 15 jours. Donc, c'est des projets en groupe. Donc, ça permet aussi de se confronter à d'autres personnes, on va dire, d'autres horizons qui n'ont pas forcément les mêmes connaissances. Et donc, par exemple, là, sur la data analyse, moi, j'avais choisi un projet qui s'appuyait sur des données de DataGouv sur les accidents de voiture, puisqu'ils sortent une série de données chaque année qui décrivent les conditions accidentogènes avec plein de données exploitables. Donc ça, c'était intéressant. Et donc ça se fait en 3-4 jours, hein, le projet Data Analyse, Data Essential. Donc ça peut paraître un peu intimidant au départ, parce que certains ne connaissent pas du tout le monde de la data, le monde des SI, des systèmes d'information, et donc qui maîtrisent à peine Excel, hein, faut se le dire. Donc ça peut être très intimidant, mais ça se fait très très bien. Et puis, sur les full stack, on a des projets intermédiaires qui viennent, on va dire, en fin de module. Par exemple, des modules, je ne sais pas, le module business intelligence, le module, je sais pas, SQL. Voilà. Donc, chaque module a un petit projet qui sert aussi à alimenter on va dire, la certification. Et puis, il y a un gros projet en fin de full stack qui prend à peu près 10 jours, et qui là mobilise en fait toutes les connaissances que vous avez acquises dans les différents modules de la full stack. Et donc ça, c'est super intéressant. Pour ces projets-là, moi, j'ai plutôt tendance à partir sur des jeux de données qui parlent en fait. Par exemple, sur la full stack data analyse, moi je suis parti sur aussi des données de DataGouv, parce que ça vient d'un organisme public, sur la dépense publique dans les régions, par exemple, pour voir les grandes masses monétaires sur les contrats, je ne sais pas trop quoi, de renouvellement de mobilier pour la région Occitanie, voilà, donc, et de faire des espèces d'analyses comme ça, croisées, et puis pour dégager des tendances, par exemple. Donc ça, c'était super intéressant. Oui, c'est ce qu'on disait quand on discutait ensemble. C'est vrai que le but des formations de GEDA, c'est vraiment d'être professionnalisant et donc d'être axé sur la pratique. Il ne faut pas hésiter à profiter de ces projets-là, justement, pour vraiment traiter des cas d'usage et pas forcément théoriques, parce qu'après, ce sera des choses qui pourront être mises en avant lors d'entretiens
On va le voilà, dire. exactement. Surtout quand vous allez mettre à jour votre profil LinkedIn, quand vous allez dire, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, c'est bien d'avoir un projet qui parle, en fait, qui n'est pas juste un projet un peu théorique, effectivement, ce que tu disais, Sabrina, mais qui s'appuie sur des données du réel, et surtout sur des... Alors moi, c'était ma conviction, mais sur des jeux de données qui parlent, en fait, à un public français. Et donc, on a une super source de données qui est DataGouv, et ça serait dommage de s'en priver. Voilà. Donc, On a pas aussi que... une question. Pardon, Oui, vas-y. vas-y. Oui. On a aussi une question de Ingrid qui nous demande quels sont tes conseils pour aborder la formation data, prérequis techniques. Donc, je pense que tu avais des bons conseils à donner là-dessus, notamment en termes de curiosité, proactivité. Ouais, alors déjà quand si vous montez sur une formation, il y aura forcément ce qu'ils appellent les prep-work, hein, chez JEDA. C'est un ensemble on va dire, de préparation aux cours qui vont venir. Parce que finalement, 3 mois, c'est hyper court. Donc, il y a un ensemble de connaissances, on va dire, socles, qui sont à acquérir avant le début de la formation pour ne pas débouler le premier jour et puis complètement découvrir à la fois le programme plus tous les outils data qui vous êtes présentés. Donc ça, je pense que c'est important aussi en amont de la formation de bien préparer les prep-work. Voilà. Et puis, mais ça, c'est un conseil assez général dans les systèmes d'information, dans l'informatique, dans ceux qui voudront faire du consulting, ceux qui voudront aller en ESN, c'est d'être curieux. C'est-à-dire que même si vous intégrez une formation, JEDA en l'occurrence, l'information, elle ne vient pas toute droite vers vous, en fait. C'est-à-dire que oui, effectivement, les modules vous préparent et vous donnent des accès à des connaissances, mais c'est vous aussi qui, par votre curiosité, allez compléter tout ça. Parce qu'il y a le socle de base et puis il y a le petit truc en plus qui fait que vous allez comprendre un tout petit peu plus, vous allez vous professionnaliser un peu plus. Donc, ne pas hésiter effectivement à aller et à être curieux et à faire un tout petit peu plus que ce qui est demandé dans la formation. Alors, moi, j'ai fait un peu plus, j'ai même fait plus, parce que je suis comme ça. Mais je pense que c'est quand même un bon conseil d'aller un peu au-delà de ce qui est proposé, on va dire, dans les cours standards. Voilà. Même si c'est super bien structuré, hein, mais c'est d'aller un peu plus loin que le cours de base. Voilà. Non, complètement. C'est vrai que le format bootcamp, il est court et intense. On va vous donner des outils qui sont des outils solides, mais effectivement qu'il ne faut pas hésiter dès le début et même avant la formation à s'approprier pour aller au-delà et puis pour capitaliser sur ce qu'on aura appris en bootcamp. On avait aussi une question d'Olivier qui demandait comment se passait la répartition des tâches lors des projets de groupe en fin de parcours. Alors ça, c'est une question de chef de projet. Et en fait, la répartition des tâches, elle se fait assez naturellement. Je prends un exemple sur la full stack data analyse. En fait, on était à 2 sur le projet. Celui avec qui j'étais était plus à l'aise sur Power BI. Bon, moi, je n'ai pas essayé forcément d'aller sur ce terrain-là, même si j'ai suivi les travaux sur Power BI. Moi, j'ai plutôt travaillé sur, par exemple, les traitements de données sur Python, d'aller interroger les API, parce que c'était plus, voilà, ça m'intéressait plus d'être plutôt en data engineer sur ce projet-là. Sur la full stack data science, où on a fait un projet sur le taux de charge solaire et l'anticipation du taux de charge solaire, donc plutôt dans le domaine, on va dire, énergétique. Là, j'étais plutôt identifié en chef de projet, parce que j'avais eu à faire ça dans mes différentes missions, et donc j'étais plutôt en coordination, même si j'ai écrit du code et même si j'ai fait pas mal de traitements de données. Mais voilà, on m'avait identifié en chef de projet, en coordinateur, et voilà. Donc, ça se fait assez naturellement. Par contre, si vous êtes beaucoup sur un projet, notamment, je pense que c'est plutôt le cas sur les full stack IA, enfin data science, maintenant IA, de vous intéresser quand même aux sujets transverses
comment on traite la donnée, même si vous n'avez pas écrit le code, comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne le dashboard XY que vous aurez développé. Même si ce n'est pas vous qui l'avez développé, au moins de connaître la techno qu'il y a derrière et de comprendre la logique de code qu'il y a derrière pour obtenir le dashboard. Du coup, ça se fait naturellement. Voilà. Oui, du coup, tu commençais à répondre un peu à la question d'Élodie qui était comment aller plus loin, de quelle manière. Vraiment, je pense que ce qu'on peut dire là de ton intervention, c'est en comprenant ce qu'on fait, en s'appropriant réellement les modèles qu'on utilise quand on travaille, en se reconnectant au réel, c'est-à-dire en ayant toujours une approche business et concrète dans les projets qu'on monte, en s'informant aussi sur le sujet, sur l'actualité, puisque c'est un sujet qui bouge très, très, très vite. La preuve, nous, c'est pour ça que le parcours Data Science, on l'a renommé maintenant et refondu en IA pour coller en fait aux besoins du marché. Donc, il faut vraiment s'adapter. Et puis, Élodie aussi, pas hésiter à créer tes propres projets en autonomie, alimenter ton portfolio. Et c'est comme ça qu'on a une démarche proactive. Et sinon, on avait Ando qui demandait si tu avais arrêté ton emploi pour faire les cours chez Jeddah. Donc oui, puisque je ne sais plus si on l'a précisé, mais c'était dans le cadre d'une rupture conventionnelle, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais Ando, il y a aussi la possibilité de suivre des... parce que donc toi, tu suivais les cours en full-time, c'est ça? Tu n'étais pas en part-time. Il y a deux formats. En fait, on a deux formats de cours. Vous pouvez avoir les cours donc en temps complet ou alors plus à votre rythme. Donc, ils seront des cours part-time si vous voulez conserver votre emploi en même temps. Voilà. Mais bon, moi, effectivement, j'avais quitté Jules Esterwen, enfin, le cabinet dans lequel j'étais. Et donc, je m'étais dit, bon, l'année 2025, c'est une année de césure pour des tas de raisons, à la fois professionnelles et personnelles. Et donc, je me suis donné le temps de faire ces formations. Mais effectivement, il y en a qui sont peut-être plus dans une attitude où voilà, ils ont déjà un emploi et bon, ils ont potentiellement la possibilité effectivement de faire du part-time ou de se faire financer par l'employeur dans le cadre d'un projet de reconversion ou de montée en compétences dans l'entreprise. Ce qui n'était pas mon cas, mais il y a différentes modalités possibles, je pense. Oui, oui. Et pour répondre à Tom qui demandait si si on était en formation full remote, hybride, est-ce qu'on était intégré au projet? Oui, dans tous les cas, vous allez être par cohorte, en fait, par classe, et vous allez monter des projets ensemble. Alors, où est-ce qu'on en était? Donc voilà, là, c'est les parcours tels qu'ils sont actuellement chez Jeddah. Comme je disais, on suit les tendances du marché, on s'adapte au maximum pour vous proposer des formations qui sont le plus professionnalisantes possible, évidemment, et qui vous permettent de trouver un emploi par la suite. Donc ça, c'était nos formations métiers, mais on a aussi des formations plus courtes, donc skills, qui vous permettent d'avoir des compétences ciblées dans les domaines de l'IA, la data. Donc, c'est les domaines qui nous intéressent ce soir. On en a aussi en cybersécurité. Et donc, Jean-Yves, maintenant, on va aborder la recherche donc, de ton premier poste après la formation. Donc, est-ce que tu peux nous parler de toutes les infos intéressantes que tu m'as données, à savoir de comment tu as réussi à valoriser ton parcours, comment tu as pris confiance pour arriver à capitaliser sur ta formation de Jeddah? Ouais, en fait, à la fin de la formation, j'étais toujours dans une logique de bon, est-ce que je fais une reconversion? Auquel cas, je me retrouve sur le marché du junior, qui, pour être très honnête, est très très compliqué aujourd'hui. Voilà. Ou est-ce que je capitalise sur mon parcours et je me vends senior sur le marché avec les compétences en plus. C'est-à-dire les compétences de base que j'ai acquises pendant mes 10 ans de consulting, et puis, on va dire, les connaissances augmentées que j'ai acquises avec la formation de Jeddah. Et donc, c'est cette orientation-là que j'ai prise. Par contre, le marché du travail et la façon de rechercher des postes, en fait, même pour des seniors, et là, je ne parlerai que de mon cas, il a complètement évolué en 4-5 ans. Parce que il y a l'apport de l'IA, voilà. Que les recruteurs aussi ne
ne recherche plus un catalogue de compétences, mais recherche plutôt les compétences au service de besoins métiers. C'est-à-dire, dans le cadre de mission, qu'est-ce qu'on a résolu comme problématique et pas forcément technique, encore une fois, pas forcément technique, mais qu'est-ce qu'on a apporté, qu'est-ce qu'on a résolu, comment on l'a fait, quel était notre périmètre de responsabilité, comment on l'a fait. Et donc, même pour un senior, ça peut être compliqué pour rechercher un poste. Et donc, moi, je suis passé par une coach que j'avais déjà identifiée pendant la formation et que j'ai activée en fin d'année 2025, pardon, qui, elle, a un double, on va dire, double casquette, à la fois coach et orientée profil système d'information et data. Et puis, elle est aussi recruteuse. Donc, elle a aussi des clients qui lui demandent de recruter pour eux des profils, des profils IT. Voilà. Et donc, moi, ça m'a pas mal débloqué. Et donc, le premier livrable qu'on a fait, c'était de refondre complètement le profil LinkedIn. Et suivant une logique qui était vraiment une logique besoin-résultat. Pas simplement, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Oui, ok, bon. Mais il y a plein de gens sur le marché qui peuvent faire ça. Voilà. Par contre, de montrer qu'on a résolu des problématiques en entreprise, qu'on a géré des projets, qu'on a amélioré, je sais pas, l'expérience client, qu'on a déployé une solution pour X personnes, avec un taux de satisfaction mesurable ou pas mesurable. Ça, je pense que c'est la bonne attitude pour aborder en fait la recherche d'emploi et, on va dire, se faire repérer. Moi, j'ai eu de la chance. Tous les entretiens que j'ai passés en début 2026, eh bien, on m'a contacté sur LinkedIn. Et je pense que c'est le résultat aussi de ce travail de refonte qui a porté ses fruits parce que j'ai été identifié, parce que on va dire, le positionnement était clair, en fait. Et donc, c'est comme ça que j'ai été recruté chez Coexia, qui est une ESN du marché, hein, qui est une grosse ESN. De services informatiques. Il y a un petit bruit quand je sais pas si c'est un silo, quoi. Pas de souci. D'accord. Qui est donc une entreprise de services informatiques. Et il se trouve que dans mes précédentes missions, j'ai eu affaire à certains Coexia, donc je n'étais pas forcément en terrain inconnu, et donc voilà, j'ai traversé les différents parcours de recrutement, hein, avec 4 ou 5 entretiens, sur d'autres ESN aussi, mais donc j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce qu'on est venu me chercher, mais je pense que c'est vraiment grâce à la refonte du profil LinkedIn et surtout l'identification de l'offre claire qui était différenciante. Voilà. Je pense que c'est là qu'on peut faire le pont entre ce qu'on disait de l'état d'esprit qu'il faut avoir pendant la formation de JEDA, à savoir de se positionner pas juste en élève qui reçoit du savoir, mais directement en pro et en apporteur de solutions. Et je pense que ça, tu l'as bien traduit après dans ton profil, et ce qui a permis peut-être de faire la différence aussi. Oui, mais aussi parce que je n'ai pas fait un 180 degrés. En fait. Oui. Je suis quand même resté dans le milieu du conseil, appliqué au cycle de vie du document, cycle de vie de la donnée. Donc, c'était des choses que j'avais déjà vraiment fait dans mes expériences précédentes, mais outillé un peu mieux sur les questions data, sur les questions sur les questions cloud, sur des technos modernes, tu vois. Donc, c'est ce que je faisais avant, mais avec, on va dire, un œil un peu neuf sur la pratique. Voilà. Et comment tu as vécu, abordé les choses que tu connaissais peut-être pas en recrutement? Je pense là comme ça aux tests techniques, mais tu disais que le marché avait beaucoup évolué, que le recrutement c'était plus ce que tu avais connu il y a 10 ans et c'est bien logique. Donc est-ce que tu peux nous en parler un peu? En fait, il y a 10 ans, globalement, sur les profils IT, voilà, on faisait un CV un peu basique avec voilà, catalogue de compétences, catalogue de technologies. Voilà. Et il y avait de la demande. Il y avait de la demande.
Je veux dire, voilà. Aujourd'hui, il y a une pression du marché quand même. Alors, ça marche bien sur les seniors. C'est vrai que voilà, sur les seniors, les profils sont quand même assez recherchés. Mais sur les profils juniors, en fait, le fait de faire un catalogue de compétences, je sais faire du SQL, je sais faire du Python, je sais faire. Bah oui, mais tout le monde sait faire du Python, tout le monde sait faire du SQL. Enfin, tout le monde. Modulo, bon, la vraie connaissance SQL derrière ou la vraie connaissance Python, mais globalement, en data analyse, en data engineering, c'est ce qu'on demande en fait, c'est la base. Voilà. Donc on ne peut plus balancer son CV comme ça. Il faut réfléchir quand on répond à une offre, il faut réfléchir à quel est le positionnement. Qu'est-ce qu'on offre? C'est une offre de service en fait. Voilà. C'est vraiment une offre de service. Et donc, moi, quand j'ai passé des entretiens, j'étais vraiment dans cette optique-là, d'offrir un service, de dire, voilà, dans le cycle de vie du document, dans le cycle de vie de la donnée, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et pour appuyer ça, j'ai fait tel projet, tel projet, tel projet, tel projet. Et dans ces projets-là, j'ai apporté ça à mon client, j'ai apporté ça comme gain financier, comme gain fonctionnel. Voilà. C'est ça que veulent les boîtes, c'est ça qu'elles veulent aujourd'hui. Oui, c'est voilà. exactement ça, et c'est ce que nous font remonter les recruteurs aussi, c'est que il y a effectivement un marché du travail qui est tendu, et donc c'est pour ça qu'il faut se positionner comme tu l'as fait, et jouer à fond la carte des projets perso, et en gros tout ce qui peut montrer qu'on a des compétences, et c'est ça qui permet de se différencier. Donc il faut vraiment avoir ça en tête quand on se lance pour se faire sa place en fait. Après, les offres, du coup, elles existent. C'est vrai qu'il faut vraiment avoir les bonnes clés pour y accéder, effectivement, pour se différencier. C'est ça. Et surtout, ne pas se dire que finalement LinkedIn, c'est une grosse machine et que voilà, plus personne regarde. En fait, le point d'entrée, c'est quand même le profil LinkedIn. Qu'on le veuille ou non. Hein. Alors après, on peut avoir différents discours en disant « Ah oui, mais sur Welcome to the Jungle, on peut trouver des trucs facilement, je sais pas, sur l'APEC aussi. » Mais enfin, le fait est que n'importe quel recruteur, il va aller voir votre profil LinkedIn. Donc, c'est vraiment la base. Et donc, si le profil LinkedIn n'est pas clair, s'il est mal fait, s'il n'est pas... si déjà la chronologie de vos expériences est pas géniale et pas bien expliquée, ça va coincer. Malheureusement, ça va coincer. J'ai envie de dire malheureusement, parce que ça ne fait pas le cœur de ce que vous êtes. Hein, mais moi, je dois bien constater que les profils LinkedIn bancals sans fond, sans vraiment sans corps, ça coince tout de suite, quoi. Oui, Ça oui. coince tout de suite. Ouais, tout l'intérêt d'être bien préparé, informé. Oui. Et j'en profite pour nos élèves à partir du niveau full stack, il est possible de réserver des coachings carrière, donc avec moi-même, justement pour travailler ce positionnement, pour mettre en avant votre parcours. C'est vrai que les personnes en reconversion ont un peu toujours tendance à s'excuser de leur passé, alors qu'en fait, il faut capitaliser dessus justement et montrer le pont qu'on va faire entre tout ce qu'on a appris dans son passé, dans ses 5, 10, 15 ans d'expérience, et tout ce qu'on sait faire maintenant qu'on est outillé techniquement, en fait. Voilà. Mais là encore, moi, je ne peux parler que de ma propre expérience dans la continuité de ce que j'ai fait. Mais c'est vrai que les profils en reconversion, c'est encore plus prégnant, en fait, la mise en avant des compétences. Parce que de toute façon, vous allez vous retrouver face à des recruteurs, à la fois des recruteurs techniques, mais des recruteurs aussi métiers, qui vont attendre que vous maîtrisiez la base de ce qui est la data analyse, hein, voilà, ou la data science ou l'IA. Voilà. Mais vous ne pourrez jamais forcément aligner j'ai 5 ans d'expérience, j'ai 10 ans d'expérience. Et malheureusement, le marché, il est comme ça. Je veux dire, on trouve des offres expert IA générative avec 10 ans d'expérience. Il y a 10 ans, c'était du machine learning, mais ce n'était pas de l'IA générative. Donc, il faudrait qu'on m'explique le positionnement de certains recruteurs ou de certains métiers qui disent je veux quelqu'un sur une techno qui n'existait pas il y a 10 ans. Quoi.
Oui, alors après, c'est vrai que les recruteurs, ils font toujours leur liste au Père Noël, mais c'est vrai Voilà. que ce qui est important de démontrer, c'est qu'on a cette capacité d'apprendre, justement, cette plus grande autonomie que n'aurait pas quelqu'un qui va sortir d'école. Et pour répondre à la question de Ando qui dit pourtant les profils seniors sont plus chers que les juniors, je ne comprends pas ce basculement. En fait, je pense qu'on peut nuancer là en disant que quelqu'un qui va être en reconversion, ça va pas être un junior à 100%. Peut-être que sur les aspects techniques, effectivement, il sera entre guillemets neuf, mais il aura quelque chose qui est super important et que va pas forcément avoir quelqu'un qui sort d'école, c'est cette connaissance du terrain, une connaissance métier, d'avoir géré des situations de crise, d'avoir fait du management de projet, de savoir aussi parler aux différents métiers, parce que si vous êtes un profil 100% data, 100% code, 100% technique, ça va pas forcément le faire, puisque l'intérêt dans une entreprise, c'est ce code de pouvoir l'expliquer, qu'il y ait une pédagogie derrière et de montrer à quoi le travail qu'on a produit sert en fait. Et pour répondre à Mathilde aussi qui me dit si on a un trou dans le CV sans expérience de 3-4 ans, est-ce que ça bloque? J'ai envie de te dire, Mathilde, que tout est une histoire de storytelling. Il n'est pas question de mentir, évidemment, mais tu peux aussi être totalement honnête quand tu fais ton pitch et à toi après de bâtir les ponts entre tes différentes expériences et juste d'expliquer tout simplement ce qui s'est passé dans ton parcours, comme l'a fait Jean-Yves, qui d'abord était dans quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'ingénierie et puis qui après a trouvé, suite à ses expériences professionnelles sur son cheminement, l'intérêt de la data. Donc voilà, je pense que tout est une histoire un petit peu de pitch et de positionnement, comme tu le disais Jean-Yves finalement. Oui. Voilà. Eh bien, je te remercie. On va pouvoir aborder la suite de ta carrière. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu simplement ce que tu fais maintenant? En fait, je suis quasiment sur le même créneau que précédemment. C'est vraiment gestion, cycle de vie du document, dématérialisation, archivage électronique, éditique. Donc, tout ce qui est attrait vraiment au cycle de vie du document. Et donc, tout ce qui va avec, tous les socles techniques de gestion électronique de documents, d'archivage électronique, de signature électronique, voilà, d'éditique, donc chaîne de dématérialisation, voilà. Et donc, mais toujours augmenté avec finalement les apports de JEDA en termes de socle technique, ce qui me permet de comprendre en fait des problématiques techniques quand je discute avec des maîtrises d'ouvrage. Des maîtrises d'ouvrage, c'est vraiment l'informatique pure, qui me permet de mieux comprendre en fait les contraintes et de mieux intégrer les contraintes métiers, de mieux intégrer aussi les contraintes techniques. Voilà un peu l'apport de JEDA, même si je portais ça beaucoup au moins avant la formation, ça m'a permis aussi de me remettre à jour sur plein de technos modernes que je n'avais pas forcément en visu et de comprendre certaines problématiques. Mais aussi de me refamiliariser avec finalement les bases de données relationnelles, les outils de BI, voilà, donc de comprendre un petit peu et de faire un peu la quadrature du cercle avec ce que j'avais précédemment rencontré, et puis les socles techniques modernes qui peuvent exister sur toutes ces technos-là. Donc voilà. Aujourd'hui, moi, je suis sur un projet pour un assureur. Voilà. Et c'est un projet que j'avais un peu initié à l'époque, donc je reviens dans ce projet-là, mais effectivement augmenté avec les nouvelles compétences que j'ai apprises chez JEDA. Donc pour l'instant, continuité, pas rupture, mais probablement des évolutions futures voilà, sur certains projets que je ne connais pas encore. Voilà.
Alors, juste avant de poursuivre, j'ai une question d'Ingrid qui demandait si tu avais identifié cette coach avec Jeda ou si tu l'avais trouvée par toi-même. Alors, Ingrid, pour faire la différence, oui, il y a possibilité de faire des coachings carrière avec moi, effectivement, mais Jean-Yves, tu as trouvé ta coach toi-même, c'est ça? Oui, 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 tout à fait. Bah, parce que j'avais allé, enfin, globalement, ça a un coût, hein, très clairement, hein, si c'est ta question, Ingrid. Hein, donc, les coaching carrière JEDA sont super, hein, j'ai rien à dire dessus, mais je voulais aller un peu plus loin, voilà, parce que bon, bah, des coaching carrière JEDA, en fait, il y a tous les étudiants hein, qui peuvent potentiellement monter dessus, hein, monter sur ces coaching carrière. Oui, Moi, tout je à voulais fait. un On truc, va vraiment suivre les élèves voilà. à la fin de la formation, tout au long de leur insertion. Oui. Voilà. Mais moi, je voulais aller un peu plus loin parce que je sentais que j'en avais besoin. Donc, ça a un coût. Mais je pense que c'est largement rentabilisé. Voilà. Très clairement. Pour parler très clairement, hein, c'est 2000 euros. Voilà. Pour parler prix, hein, voilà, c'est 2000 euros. Mais franchement, avec Céline, ça les vaut largement, largement, largement vu le shift même mental qu'elle opère avec toi. Voilà, c'est un choix personnel. Je dis pas qu'il faut passer par là, mais c'est un choix personnel qui me paraissait important à la fois en termes de positionnement et puis arriver un peu à mi-carrière comme ça. Je me sentais, voilà, je sentais que j'avais besoin de passer par là. Voilà. Mais encore une fois, c'est très personnel. Tu as dit son prénom, mais du coup, on demandait son nom aussi. Alors attends, c'est tac. Eh ben, je connais plus son Céline. Attends. Céline Guillet. Très bien, Céline je te Guillet. remercie. Voilà. Voilà. Qui est vraiment très très bien. Elle a un profil LinkedIn. Voilà. Je vous mets son nom dans la conversation. Attends. On peut la trouver très rapidement sur le. Alors, attends, où est-ce qu'on met le. J'ai perdu le chat. Ah, c'est. Sinon, Ah je non, vais non, attends. écrire moi si tu veux. Voilà. Céline Guillet. Voilà. Super. Et sinon, peut-être de manière plus générale, est-ce que ton entourage t'a soutenu dans ta reconversion? Est-ce que tu avais des craintes? Est-ce qu'il y a eu des moments qui ont été difficiles? Oui, de toute façon, mon entourage m'a soutenu. Alors ça, je pense que c'est un gros point, c'est-à-dire que mais dans n'importe quelle, on va dire, démarche, hein, il faut avoir un entourage assez stable et qui vous accompagne et qui vous comprenne surtout, parce qu'effectivement, c'est jamais très confortable de sortir d'une zone de confort, de rentrer dans une zone un peu grise où on ne sait pas trop ce qu'on va faire, et puis de remonter sur de la recherche d'emploi avec des petits doutes sur est-ce que je fais bien, est-ce que est-ce que tout ça vaut le coup, quoi, voilà, en gros, pour être très honnête. Donc oui, c'est important d'avoir un entourage stable qui vous accompagne, qui vous comprenne. Après, est-ce que j'ai trouvé ça compliqué? Oui et non. Comme je l'avais déjà fait une fois, je savais que je pouvais le refaire. Et je savais que j'étais beaucoup mieux outillé que la première reconversion, où là, franchement, je découvrais complètement les métiers de l'informatique et les métiers du consulting, donc, et les métiers de l'IT en général. Donc très clairement, j'étais beaucoup moins outillé. Donc je me suis dit, bon, si tu l'as fait une fois, ça va, tu peux le faire une deuxième fois. Et sur le fond, ça ne m'a pas forcément fait peur comme ça. Voilà. Mais là encore, c'est un avis totalement personnel et je sais que dans le chat, il y a des gens qui se disent,
Oui, mais est-ce que je vais être capable? Parce que, je sais pas, j'étais en hôtellerie-restauration ou j'étais, je sais pas moi, dans les milieux de la santé. Ben, oui, donnez-vous la légitimité, en fait, de le faire. Donnez-vous la légitimité de le faire. Ça marchera pas, mais en tout cas, vous serez donné les moyens, quoi. Oui, tout à fait. Il ne faut pas se laisser envahir par le syndrome de l'imposteur. Toi, tu as découvert un milieu totalement différent, pas dans cette reconversion dans le cadre de Hum. l'IDA, mais tu l'as fait et ça l'a fait finalement. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas s'auto-censurer. Je suis bien d'accord. On a une question de Julie qui dit qu'elle travaille elle-même dans l'assurance et qu'elle est donc intéressée par la data. Elle demande si tu es en CDI ou en freelance. Donc, tu es en CDI, hein, c'est ça? Ouais, je suis en CDI, ouais, je suis en CDI prestataire. Et l'intitulé de ton poste et combien de temps ça a pris pour trouver le poste? En fait, la formation, je l'ai finie en fin novembre 2025 et je me suis consacré à quasiment 3 mois pleins de recherche. Donc, et au 31 mars, je savais que je montais sur une mission côté Coexia. Voilà. Donc, ça a duré 4 mois, un truc comme ça. Mhm. Voilà. Oui, donc hyper rapide. Voilà. Oui, ça a été rapide, mais je ne voulais pas m'épuiser en fait. Voilà. Oui, oui. Je ne voulais pas m'épuiser, c'est jamais bon. Et puis je savais quel était mon objectif. Voilà. Donc j'avais pas forcément de temps à perdre, de tergiverser avec 150 000 offres, avec des résultats qui auraient été plus ou moins contrastés. Donc voilà, voilà. Mais oui, dans le secteur de l'assurance, oui, effectivement, c'était Julie qui Oui. posait la question. Forcément, oui, la data, elle est absolument partout. Alors, est-ce qu'elle est de qualité, hein? Ça, on peut en discuter. Mais en tout cas, oui, c'est important d'avoir de la data qualifiée, maîtrisée. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu es côté métier ou côté IT, mais voilà, je pense que c'est un truc vraiment transverse chez les assureurs. Voilà. Et Julie voulait aussi savoir donc si c'était un CDI chez une ESN ou un assureur, mais c'est une ESN, hein, c'est ça? Côté métier, oui. Voilà. Donc forcément, côté métier, tu as la connaissance des produits, tu as la connaissance de l'environnement, des réglementations, de la CPR, de tout ça. Donc ça donne un relief assez intéressant quand tu raccroches à des problématiques data, à des connaissances data. Là, ça donne un profil, moi, à mon avis, qui a vachement de valeur sur le marché. Ok, très bien. Est-ce que tu as un mot à dire aux personnes qui réfléchissent à se reconvertir que tu ne nous aurais pas déjà dit? C'est toujours, c'est toujours impliquant ce genre de démarche, qu'on soit dans un parcours de reconversion soft ou qu'on soit dans un parcours de reconversion vraiment complet parce qu'on vient d'un secteur qui n'est pas du tout celui de la donnée, qui est complètement à 180 degrés. Bon, c'est très intimidant. On se demande toujours si on a la légitimité pour le faire. Mais je pense qu'il faut éjecter ce truc de légitimité. Si on a les ressources, si on a la volonté, si on a la possibilité de le faire, c'est toujours intéressant. Moi, je pars du principe que tout ce qui est acquis, c'est des choses qu'on a apprises, qu'on pourra exploiter ou dont on pourra se resservir dans différents contextes. Donc, même si les gens ne vont pas jusqu'au bout de la reconversion et qui passent par JEDA, ils ont toujours cette espèce on va dire, de base de connaissances, voilà, qui permet quand même de faire des choses. Donc, et je vois dans le chat la peur de ne pas trouver du travail derrière. Oui, forcément. Ça forcément. Et puis, vu le marché du travail, oui, on ne peut
peut pas le nier, mais je pense que c'est quand même une super expérience, un super parcours personnel, voilà, et qui peut être extrêmement valorisé chez les recruteurs ou dans les différentes organisations dans lesquelles vous aurez envie de travailler. On en avait parlé avec Céline à l'époque, donc la coach, en lui disant, mais je lui disais, mais moi, j'ai pas un parcours très, on va dire, très conventionnel. Ça. Elle me dit, peu importe. En fait, peu importe. Les recruteurs, ils attendent plus ça, et les clients n'attendent plus ça non plus. En fait, ça n'existe plus, les parcours rectilignes. Les gens font un métier, font un autre métier. Et c'est aussi le grand avantage d'aller dans le consulting, c'est de voir alors là, je presse pour ma paroisse, hein, mais c'est de voir des contextes métiers différents, des contextes clients différents, des contextes technologiques, des contextes de besoins différents. Et ça c'est remplaçable. Voilà. Et après, on peut aller sur un CDI tout à fait conventionnel dans une organisation X ou Y, et là, on se spécialise. Mais voilà. Je dirais que il y a des embûches, il y a de la peur, oui, mais c'est tellement valorisant. C'est tellement valorisant, personnellement et professionnellement. Et je pense que ça, c'est un véritable levier pour se vendre ensuite sur le marché. Oui, complètement. Puis ça permet aussi de prendre conscience que oui, on a appris un nouveau métier, mais on n'est pas nouveau. On a un parcours, on a une expérience, on a des soft skills. C'est super important, ces choses-là. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour se différencier. Effectivement, c'est ça qui cherchent les recruteurs, en fait. Oui, je vois qu'il y a une question là dans le chat sur est-ce que les certifications sont reconnues par les entreprises et les recruteurs? Oui et non. Oui et non. Il y en a à qui ça parle, il y en a à qui ça ne parle pas du tout. Moi, je ne voulais pas aller sur la data analyse pure ou de la data science pure parce qu'il y avait des tests techniques et je ne m'en sentais pas capable. Mais oui, le fait d'afficher une certification veut dire que vous avez un certain niveau et que vous pouvez répondre techniquement, en tout cas d'un point de vue technique, aux prérequis du poste. Voilà. Je dirais que la certification, elle apporte une gratification personnelle. Après, comment c'est perçu sur le marché? Moi, je pense que c'est extrêmement contrasté. On ne peut pas avoir une réponse monolithique sur telle ou telle réponse du marché par rapport à une certification. Oui, je suis assez d'accord. Eh bien, écoute, très bien. Jean-Yves, je te remercie beaucoup pour ton intervention. C'était très intéressant. Merci à tout le monde aussi d'avoir participé. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir plus sur Jeddah, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec l'équipe admission. Ils sont là pour vous aider, ils sont là pour parler avec vous. Financement, constitution de votre dossier. On est disponible, donc vous pouvez vous rendre sur le site de Jeddah pour prendre rendez-vous. Vous avez aussi la possibilité de commencer à vous entraîner gratuitement sur notre plateforme de formation Julie. Donc vous avez 50 heures de cours gratuits pour tester notre méthode. Et puis, tous les jeudis, on a des soirées portes ouvertes aussi en ligne, donc le même format que celui-ci, pour vous permettre d'en savoir encore un petit peu plus sur notre école. Donc voilà, écoutez, je vois, est-ce que prochain événement alumni, ce sera dans un mois en dos. Voilà. Donc là, ce sera avec une personne qui a fait, oui, 15 juillet, tout à fait, merci Cléolia. Ce sera avec quelqu'un du coup qui a fait le parcours cyber. Voilà. Bon, écoute, merci encore Jean-Yves. Merci à vous. Une bonne fin de journée. Et merci. Attendez, je vais voir s'il y a une dernière question peut-être. Non, je n'ai pas l'impression. Non. Bon, merci beaucoup en tout cas. Bonne soirée Jean-Yves. Bon courage à tous. Au revoir.